Tu écoutes l'épisode 155 avec Laurane Watekamp, Retrouver son plaisir dans la sexualité. Donc j'ai l'immense honneur d'avoir Laurane aujourd'hui comme invitée du podcast. Elle est sexologue. Tu l'as peut-être déjà entendue dans son podcast Intime Idée et elle vient de sortir son livre qui s'appelle Déconstruire le cul pour une sexualité libre, choisie et non normée. Et j'étais très contente en fait que tu aies accepté l'invitation parce que sur mon Instagram et aussi en message, je reçois beaucoup et il me semble de plus en plus de personnes qui me disent mais Sandy, tu sais, je me sens pas épanouie dans ma sexualité. Alors soit j'ai pas assez de libido, vraiment ça descend en flèche et de manière importante soit elles n'ont pas vraiment de désir, de plaisir dans ce qu'elles font. Et puis, il y a un autre groupe qui est quand même assez important de personnes qui se mettent une barrière. Enfin, j'ai vraiment cette sensation, et tu me diras si toi, ton point de vue, parce que tu accompagnes des gens dans ce domaine, que finalement, cette libéralisation sexuelle, elle nous a tiré vers une notion de performance sexuelle et elle a beaucoup normalisé qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faut pas faire, et etc., etc. Vaste Un bon sujet. résumé. Je pense que déjà par rapport au fait que les gens te contactent pour en parler, c'est déjà une très bonne chose parce que ça veut dire que c'est plus un sujet qu'on tait, c'est un sujet qu'on revendique. Donc, je trouve que c'est à souligner. Ça, c'est vrai. C'est peut-être aussi l'aspect positif de ça. Peut-être pour te présenter en quelques mots, qui tu es et puis qu'est-ce qui t'a justement poussé à écrire ce livre, Déconstruire le cul, que je recommande à tout le monde d'acheter d'ailleurs. Et est-ce que tu penses que déconstruire justement le cul, c'est ça qui est la clé pour retrouver du plaisir dans sa sexualité? Ouf, vaste question. Alors, bah écoute, tu m'as bien présenté, introduite, je dirais même. Je pense que j'ai toujours été animée par les questions qui entourent la sexualité, l'amour, etc. Dès les premières pages de mon livre, dans mon introduction, j'explique d'ailleurs que c'est ma grand-mère qui m'a beaucoup initiée aux conversations autour de qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est l'intimité, le sexe, et notamment avec cette grande phrase qu'elle m'avait dite qui est que il faudrait que je teste avant de me marier parce que sinon je serais coincée pour toute ma vie avec la même personne et ça ne marchera pas. Sous-entendu que le plaisir est important et il faut que ça marche, quoi. Alors j'entends que évidemment le discours de ma grand-mère est déjà imprégné d'injonctions, mais pour l'époque c'est assez révolutionnaire, je trouve, et je la remercie beaucoup pour ça. Ça m'a amené à me poser plein de questions, à reprendre des études parce que la sexologie c'est pas mon domaine initial. À la base, je suis journaliste et donc j'ai repris des études universitaires en sexologie clinique appliquée, justement pour me former davantage et pouvoir accompagner les gens en dehors de l'écriture d'articles et de formats médiatiques, quoi. Durant ma formation déjà, j'ai senti qu'il y a plein d'informations qui devraient être la base commune, que tout le monde devrait avoir accès à ça. Et ça m'a amené à créer mon compte Instagram, donc qui est S'explique-moi, où je me suis dit que j'allais partager dans des formats assez courts des informations claires. Et je pense que assez vite, j'ai senti des frustrations justement de ce format d'Instagram où tout est court, manque parfois de nuances, où on n'a pas beaucoup d'espace justement pour pouvoir raconter en long et en large et donner toutes les nuances qui sont nécessaires, je pense, dans la sexualité, les sexualités même, parce que je pense pas qu'il y ait une seule sexualité. Donc le livre, c'était une évidence. C'était l'évidence d'avoir un espace de parole où je pourrais aller creuser un peu plus des questions que tout le monde se pose. Et déconstruire le cul, c'est un peu cette idée que, ben voilà, il y a le cul que peut-être tout le monde veut, mais en fait peut-être pas. Et à partir de ce titre, ben, qu'est-ce qu'on peut ressortir? Et ce que j'ai voulu faire de prime abord, c'est pointer toutes les injonctions que nous traversons tous et toutes au quotidien par rapport à la sexualité, et puis de mettre beaucoup d'emphase autour du consentement avant d'expliquer ce qu'est le désir, ce qu'est le plaisir et comment faire pour se sentir en phase en fait avec ses désirs et ses non-désirs de manière globale dans sa vie intime. Voilà. Et ben justement, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit en termes d'injonction. C'est quoi l'évolution que tu as vue? Alors, tu peux choisir par où tu veux commencer, les injonctions qui sont encore bien présentes, et puis l'évolution que tu as Mhm. vu voir dans ce domaine. Je pense que je le ferai
plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que Mmh. je partirais de l'évolution pour voir les injonctions qui en découlent. Je dirais que moi, ce qui me frappe le plus par rapport à tout ce que j'ai pu faire comme recherche autour de la sexualité, on va dire ces 10 dernières années, c'est vraiment le fait que de plus en plus de violences sexuelles sont mises au jour, notamment avec MeToo. On ne peut pas minimiser l'impact de MeToo. Ça a fait que on a, je pense, un peu plus compris ce qu'étaient les violences sexuelles et que par exemple, un viol, ça ne se déroule pas avec un monstre dans une ruelle sombre le soir, quoi. Et que les violences sexuelles sont un sujet ultra important. Et donc, ça a eu un impact aussi sur le consentement, sur la manière de percevoir la sexualité, de ce qu'était le plaisir, de ce qu'était de faire l'amour ensemble. Qu'est-ce que ça implique de faire l'amour ensemble? Donc, je dirais que ça, déjà, c'est une chose importante. Peut-être que ça a amené une nouvelle dynamique dans les personnes qui ont pu avoir accès à cette information. Et je précise quand même que l'accès à l'information est un privilège, donc c'est pas forcément donné à tout le monde et qu'il faut aussi pouvoir vouloir s'instruire sur le sujet. Ça amène certainement une redynamisation des couples et des façons de faire, notamment dans le fait de plus se forcer, parce que se forcer, c'est de la violence. Et donc, voilà, ça va changer peut-être la façon de percevoir la sexualité. La deuxième chose, c'est que si je prends les études récentes, notamment un sondage de l'IFOP qui est sorti en France, on sait que les jeunes font moins l'amour qu'avant. Cette phrase, cette formulation m'interpelle parce que moi, je me demande justement si c'est pas qu'il y a moins de violence. C'est pas forcément qu'on fait moins l'amour, c'est peut-être qu'il y a moins de violence, moins de personnes qui vont au-delà de leurs limites parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc voilà, ça c'est déjà un point. C'est pas forcément le point joyeux, évidemment, parce que ça m'oblige à rappeler que c'est toujours un sujet important aujourd'hui. Je dirais que un autre point qu'on doit absolument mettre au jour toujours plus, c'est l'impact des écrans, parce que on vit dans une société de consommation avec des téléphones, des télévisions, des ordinateurs, où voilà, on est tout le temps accablé par de diverses images et de la consommation d'informations de divertissement. Ça a eu un impact sur les couples, les couples et les relations plurielles, hein, parce que forcément, je pense qu'on a globalement une tendance à se laisser happer par nos séries, nos films, etc. Et ça va avoir un impact aussi sur l'intimité parce qu'on communique moins, donc on est moins en connexion entre partenaires. On a peut-être moins de temps aussi parce que, je sais pas, Sandy, si tu regardes ton temps d'écran hebdomadaire, mais ça fait peur souvent les résultats. Donc ça, ce serait une première chose. Les injonctions qui vont en découler, c'est pas mal de stress. C'est mince, en fait, on fait plus l'amour, on fait plus assez l'amour par rapport à ce qu'on pense être une fréquence idéale. On va beaucoup se comparer aux voisins, à la voisine. Et donc, c'est tous ces nombres qui vont revenir de combien de fois on l'a fait par mois, combien de temps ça a duré, combien d'orgasmes on a pu avoir. On va vraiment compter, quoi. Et cette idée de quantité, ça reste une injonction qui est très présente. Et je pense que, comme tu parlais de la libéralisation, de la sexualité, il y a aussi tout ce côté mercantile, notamment l'essor des sextoys, l'essor du fait qu'on parle de plus en plus de masturbation, de la recherche du plaisir. Alors c'est génial, je pense qu'il faut en parler, je pense que c'est nécessaire de libérer la parole autour du fait qu'on a le droit de se faire du bien, mais il y a une différence entre avoir le droit et le fait de devoir le faire. Et je trouve que parfois dans le marketing autour de la vente des différents jouets, on peut sentir une certaine culpabilité dans la réception, de dire, ben mince, en fait, moi, cet objet-là ne me fait pas du bien, moi, j'ai pas les orgasmes en 3 minutes promis dans la publicité. Et donc, je reçois quand même pas mal de personnes en consultation, beaucoup de femmes qui culpabilisent et qui se sentent anormales justement de ne pas avoir cocher la case de la sexualité libérée, épanouie, qui est vendue à travers le marketing autour de la sexualité, quoi. Donc oui, des injonctions toujours présentes de fréquence, de désir, hein, de masturbation, d'orgasme. Et maintenant, les nouvelles injonctions, c'est l'orgasme en même temps, l'orgasme simultané avec un ou une partenaire. Donc il y a quand même pas mal de pression, quoi. Et cette pression, elle pèse. Et je pense que globalement, elle pèse aussi sur le désir. Parce Mmh. que le désir va forcément être impacté par toute cette pression qu'on peut s'infliger, que ce soit de nous-mêmes, de la société, des copains-copines. Donc voilà. Je dirais qu'il y a peut-être moins de tabous aussi dans les choses que je peux observer autour du plaisir féminin.
ce qui est magnifique, ce qui est une très bonne chose. Les femmes revendiquent leur plaisir et veulent en prendre soin. À nouveau, les différentes demandes que tu peux recevoir en témoignent, hein, je pense. Donc, c'est une chose positive. Maintenant, je tiens à rappeler que la sexualité n'a jamais été une obligation. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, il y a des gens qui n'ont pas envie de ça, et c'est hyper OK, quoi. C'est important de ne pas culpabiliser aussi à travers les discours. Et je rappellerai aussi peut-être une chose que je vois qui est très importante bah, depuis la fin des années 80, je pense, avec toute la communication autour de la santé, des IST, du sida, etc., qui a toujours cette importance de se protéger justement des infections sexuellement transmissibles et des grossesses qui sont non prévues, non choisies. Et que peut-être qu'il y a certaines, pas injonctions, mais il y a encore beaucoup de fausses croyances justement autour de la santé sexuelle qui font que j'observe qu'on a quand même tendance à vite mettre de côté le préservatif alors que ça reste le moyen le plus sûr de se protéger, quoi. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses à déconstruire justement. Donc oui, c'est l'une des clés de déconstruire et j'espère que beaucoup d'initiatives iront en ce sens, que ça soit à travers les réseaux sociaux ou à travers d'autres bouquins, évidemment. Ouais, ce que Voilà. j'entends, c'est que en fait, il y a quand même une vague qui va dans le bon sens avec le consentement, avec Mhm. bah, donner de la place au plaisir féminin, aussi ben, parler aussi de d'asexualité, Oui. que c'est aussi toléré, permis, et puis que bah, comme dans toute phase un peu de libéralisation, il y a un peu cette pression qui peut arriver en même temps de la performance. Dans ton livre, justement, euh, il y avait deux croyances. Alors, tu en as déconstruit pas mal, hein, je dois dire, je me suis bien amusée à lire ta déconstruction. Il y a justement deux que j'aurais aimé parler avec toi. C'est l'absence de sexualité menace le couple. Mhm. Et la deuxième, bah, le fameux devoir conjugal, les hommes ont des besoins. Oui. Oui, mais si c'est OK, je vais commencer par celui-là, justement, parce que je pense qu'il est fort lié à l'autre. Mhm. Quelque part, nos croyances se regroupent, les injonctions se regroupent aussi dans nos comportements. Donc, j'avais commencé d'ailleurs, je pense, dans le livre, par cette première fausse croyance qui est que le sexe est un besoin. J'en ai encore parlé il n'y a pas très longtemps dans un cours à l'UNIF avec des psys, et la psy disait, bah, si, le sexe est un besoin, c'est comme ça que la pérennité de l'espèce est assurée. Alors oui, mais je pense qu'une chose importante qu'on ne fait pas forcément et qu'il faudrait faire davantage, c'est séparer le sexe procréatif, donc celui qui est là pour justement avoir des enfants et quelque part assurer la survie de l'être humain, bien que quand on voit l'état du monde actuel, on sait qu'on est suffisamment nombreux que pour assurer la pérennité de l'espèce et que ça va pas, c'est pas forcément le fait d'avoir des enfants qui va sauver la planète. Donc voilà. Euh, je dis ça par rapport évidemment à tout ce qui est politique, écologie, etc. Euh, à côté du sexe procréatif, on a le sexe qui est là pour le plaisir, le sexe récréatif. Et le sexe récréatif, peut être super, peut être source de nombreux désirs, peut être une source de plaisir infini, mais ça n'en demeure pas moins un besoin. C'est-à-dire qu'on ne meurt pas de ne pas avoir de sexualité. Il y a beaucoup de personnes, notamment des hommes, qui vont utiliser l'argument des blue balls, donc ce qu'on appelle le mythe des couilles bleues, pour dire, ben, par exemple, si j'ai pas d'éjaculation, je vais avoir mal, etc. Oui, on peut ressentir de légers inconforts, et dans ces cas-là, je vous conseillerais de toute façon d'aller voir un ou une urologue, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend le sperme, par exemple, il va s'auto-digérer, si je peux simplifier au maximum, par le corps. Et donc, on ne déclare pas de maladie, on ne déclare pas de souffrance si on n'a pas de sexe. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir quels besoins on peut aller combler à travers le sexe. Parce que bien sûr qu'en tant qu'être humain, on a des besoins. Et parfois, le sexe peut être un moyen d'aller combler des besoins d'exploration, des besoins de créativité, des besoins de rapprochement, d'intimité, de connexion. Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul moyen. Donc la sexualité en fait n'est jamais obligatoire et le sexe n'est pas un besoin. Le problème avec cette croyance et le fait de dire que le sexe est un besoin, c'est que souvent dans une relation, notamment dans la relation de couple, on va faire peser ce besoin sur les épaules d'un ou d'une partenaire en disant bah, puisque j'ai des besoins et que je suis avec toi, c'est à toi de les combler. Et là, ça devient dangereux parce qu'on n'est plus dans du consentement, on est dans de la pression, dans de la contrainte. Et s'il y a de la contrainte, c'est de la violence.
Donc Exact, ouais. forcément, ouais, c'est toute cette dynamique qu'on peut construire à travers la fausse croyance qui va justifier quelque part le fait qu'on doit faire l'amour, il faut faire l'amour et en fait j'en ai besoin donc tu as même pas le choix. On n'est plus du tout dans quelque chose de consenti et je pense que ça va avoir de toute façon un impact sur le désir aussi. Donc voilà, ça Ouais. c'est la première chose. Ça, ce qui me parlait beaucoup, c'était en fait, ouais, justement de se dire, c'est pas parce que un des partenaires a un besoin que l'autre, il est obligé d'y répondre. Et c'est Mmh. là où il y a toute la notion peut-être de masturbation, de combler ben, d'autres besoins, comme tu as dit, cachés ailleurs, pour finalement arriver à se retrouver. Je pense qu'on a tous dans le couple des libidos qui sont différentes, des phases de vie qui sont Mmh. différentes. Et puis finalement de se dire, bah, on se retrouve quand on a les deux, l'envie de Oui. et ou le besoin de, si on veut le dire, si on veut garder le mot besoin, mais au moment où on se retrouve en fait. Oui, bah, oui, je suis d'accord avec toi. Je trouve que la rencontre sexuelle, justement, se fait par 2 désirs qui s'alignent et Mhm. du coup, on y reviendra, j'imagine, un peu plus tard parce que le désir comme mobile vers la sexualité n'est pas unique. Il y en a d'autres, donc ça, ce sera intéressant qu'on en reparle. Mais cette idée de combler les besoins, ça implique une certaine forme de responsabilité. Je suis responsable du désir de mon ou ma partenaire et en fait, c'est jamais le cas. On est autonome, on est adulte, donc on est responsable de ses propres besoins, envies, non-désirs, quoi. Mhm. Et c'est hyper important de bien ancrer ça dans sa tête. Comme on n'est pas responsable du désir de son ou de sa partenaire, ça veut dire qu'on ne doit rien faire. Ça doit être une question de vouloir, d'avoir envie pour du plaisir. Et je trouve, enfin moi c'est ma vision des sexualités, c'est que ça devrait être drivé par une envie de plaisir. Pas par le fait de ne pas culpabiliser ou de donner à l'autre ce qu'il demande. Parce qu'en fait, non, il y a pas de ça dans la relation, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Bah, je peux que acquiescer et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler parce que c'est encore malheureusement, en fait, un sujet qui revient souvent dans mes messages et voilà, merci d'avoir un petit peu clarifié ça. Ben, on Et peut le, oui, le deuxième oui, par le rapport à deuxième. l'absence de sexualité. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai commencé par le premier, c'est que, en fait, j'observe justement par rapport à ces injonctions de fréquence, à ces croyances qu'un couple qui va bien, c'est forcément un couple qui fait l'amour régulièrement. Ça va amener, à nouveau plein de pression, plein d'injonctions aussi à l'autre à satisfaire, bah, ses idéaux de fréquence et donc ce que je remarque, on parlait tout à l'heure du fait que le désir est un drive, un mobile justement pour aller vers la sexualité. Moi, ce que je remarque beaucoup quand je décortique un petit peu les discours des couples, c'est que bien souvent, ce qu'on pense être du désir, en fait, c'est de l'anxiété. Mhm. C'est l'anxiété de dire, si on ne fait pas l'amour, en fait, on a un problème, ça veut dire qu'on va pas bien, peut-être que ça veut dire que je suis plus amoureuse, amoureux de mon partenaire ou de ma partenaire. Et donc, comme il y a du stress, le corps se met dans un état en termes de symptômes corporels qui est très intéressant parce que c'est des symptômes de peur, mais les symptômes de peur, accélération cardiaque, augmentation du volume sanguin, etc., c'est les mêmes symptômes que l'excitation sexuelle. Et donc on pense qu'on est ardent, ardente de désir, alors qu'en fait on est rempli de peur et la sexualité va rassurer. Le moment intime va faire qu'on va se dire, ouf, c'est bon, on l'a fait. Et combien de femmes ne me disent pas, une fois que c'est fait, j'ai vraiment un soulagement corporel de me dire, jusqu'à la semaine prochaine, le mois prochain, les 3 mois prochains, je suis tranquille. C'est affreux. Mhm. Ce genre de dynamique, c'est affreux, C'est mais c'est triste, c'est ouais. pas un choix, en fait, de fonctionner comme ça. Je veux pas culpabiliser, les personnes qui n'ont juste pas accès aux ressources pour pouvoir, bah, construire d'autres croyances, peut-être moins limitantes. Mais oui, donc c'est une injonction qui est encore fort présente. L'absence de sexe menace le couple, reste gravée dans la tête de nombreuses personnes et donc c'est bien qu'on puisse le répéter, que non, ça ne menace pas le couple, pas du tout et je dirais même, si ça peut aider certaines personnes, que pour avoir quelques années de pratique à mon actif maintenant, je peux vous garantir que ce ne sont pas forcément les couples qui font le plus souvent l'amour qui sont les plus épanouis. Clairement. Voilà. Est-ce qu'il y a des chiffres? Je me rappelle plus, j'ai lu le livre, mais je sais plus s'il y avait des sur l'absence de sexualité. Est-ce qu'il y a des chiffres comme ça ou Quel genre de chiffres? Des et chiffres de quoi? de couples qui sont ensemble, qui sont épanouis, qui font pas l'amour? Alors, je n'ai pas de chiffres en tête, mais ce que je peux te dire plutôt en termes d'analyse
biaisé évidemment parce que Oui, forcément les oui. personnes que je reçois en cabinet vont forcément biaiser mes jugements, mais je peux te dire que j'ai rencontré par exemple des couples avec des personnes asexuelles, donc qui n'ont pas forcément de désir, qui n'ont pas d'envie de sexe, et cetera, qui ont une intimité et une connexion qui est faire l'amour, mais qui n'est pas faire l'amour avec des pénétrations, avec des orgasmes, on n'est pas dans le même registre, Mmh. mais qui ouais, c'est magnifique, c'est puissant, c'est beau, c'est vraiment des rencontres d'âmes comme ça. Mmh. Alors qu'il y a des personnes qui me disent: «Bah oui, nous on fait l'amour, tous les jours» et puis quand tu creuses un peu, ni l'un, ni l'une, ni l'autre n'a envie, et il y a pas de plaisir et c'est juste, «Ah oui, nous ça fonctionne bien parce qu'on a ce rendez-vous», donc voilà, je pense pas qu'il y ait de chiffres parlants forcément parce qu'une expérience n'est pas l'autre et tout le monde est Mmh. différent et chacun y trouvera son compte d'une manière ou d'une autre. Mais ça doit pas être un leitmotiv pour, se rassurer dans le cadre de sa relation, de se dire, «On l'a fait autant, on a coché autant de cases donc voilà, ça c'est bon, c'est rassurant quoi». Ouais, en fait, c'est plus le fait de maintenir l'intimité dans la relation, sans forcément une sexualité qui fait aussi que la relation va pérenniser. Enfin, c'est Oui. aussi mon avis personnel. Oui, beh, tout à fait d'accord. Je trouve que c'est l'intimité, en fait, c'est pas la sexualité qui va être, le le facteur qui va faire que les couples durent. C'est le fait de pouvoir se connecter, se donner des rendez-vous, de se sentir en sécurité. Je pense que la sécurité, c'est vraiment un mot qui est, fondamental dans le Mmh. fait que la relation peut être pérenne. Donc oui, c'est plus l'intimité que la sexualité, clairement. Alors maintenant, on va aller un peu plus dans le rayon du désir. Comment est-ce que toi, tu définirais ce désir, sexuel? Quelle serait ta définition? Alors, c'est une question assez vaste parce que je pense que, on peut prendre cette définition du désir sur plusieurs plans. Il y en a une qui m'intéresse beaucoup, c'est sur le plan, philosophique de ce que c'est le désir. Si on voit le désir sous son prisme corporel, bah, quelque part, le désir, c'est une mise en tension du corps. C'est quelque chose qui vient un peu secouer les tripes, un espèce d'élan comme ça, mais si on le creuse un petit peu, c'est pas forcément confortable cette tension. C'est Mmh. une tension qui est si forte qu'elle demande à être apaisée. Donc, il y a un sentiment d'urgence quelque part à travers la tension du désir. Donc ça, c'est sur le plan philosophique. Et donc, c'est intéressant de voir que finalement, c'est pas forcément quelque chose de confortable à ressentir. Mmh. Et donc, ça peut être lié aussi à une source de stress. Il faut que j'apaise cette mise en tension du corps, que ça soit à travers un rapport sexuel, à travers une masturbation ou autre. Après, il y a le plan plus du plaisir, je vais dire, parce que pour moi, le désir sexuel, ça peut être une recherche de plaisir. J'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de ressentir cette décharge hormonale dans mon corps à travers justement bah, l'orgasme, par exemple, ou le toucher, les sensations, la jouissance. Et puis, on peut avoir aussi sur le plan corporel le fait de se dire: «Ah bah tiens, j'ai, les tétons qui se durcissent, je sens mon rythme cardiaque qui s'accélère, j'ai une chaleur dans le bas du ventre qui se manifeste». Et bien, là, on pourrait se dire: «J'ai du désir sexuel». Moi, je vois le désir comme un, un petit pic finalement, pas comme une ligne droite. Ça aussi, c'est une croyance assez répandue de se dire le désir, c'est une espèce de ligne droite qui reste figée dans le temps et donc il faut pas trop que ça bouge, quoi. Si je le perds, c'est une catastrophe. Si j'ai une grosse pique, tant mieux. C'est plutôt vu comme ça, bien qu'il y a aussi beaucoup de souffrance dans le fait parfois d'avoir ce qu'on appelle une libido trop haute, alors qu'il n'y a pas de niveau normal, donc la comparaison n'a pas lieu d'être. Je vois pas ça non plus comme forcément des montagnes russes. Je verrais ça plutôt comme des pics ponctuels qui ont un objet, dédié. J'ai envie de, je n'ai Mmh. pas envie de. Et donc à partir de là, sur un graphique, ce serait plus: j'ai eu envie de ça à ce moment-là, j'ai eu envie de ça à un autre moment, l'envie était là, puis elle était là, puis après elle est redescendue. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus, Mmh. vers un objet donné, et ça va forcément dépendre du contexte aussi. Le contexte va être super important, dans le fait de définir un désir parce que, dans le, livre, je donnais l'exemple du fait que si tu regardes une scène, hot avec, un ou une partenaire, pendant un film Netflix, bah, il y a ce truc de: «Oh, c'est chouette, ça me fait quelque chose d'intéressant dans le corps». Si tu vois la même scène de ce film, avec, tes parents assis à côté de toi dans le canapé, c'est le freeze total dans ton corps et pourtant c'est les mêmes, stimuli, mais il y a pas du tout les mêmes réactions corporelles, quoi. Donc vraiment le contexte va être, important et puis
dans ce désir, le désir avec un D majuscule, il y a des sous-catégories. Donc, en sexologie, on va différencier ce qu'on appelle le désir spontané du désir réactif. Donc, le désir spontané, c'est plus quelque chose qui va venir de l'intérieur, un feu dans le ventre, un imaginaire érotique assez développé qui peut s'emballer, etc. Puis, il y a le désir réactif qui, là, vient plutôt de l'extérieur. Le désir réactif va venir d'une caresse sur la cuisse, d'un audio érotique, d'une scène justement un peu plus haute dans une série ou un film. Et donc, c'est ça qui va être l'allumette, c'est l'élément extérieur. Alors que dans le désir spontané, ça vient de l'intérieur. Et ça, c'est intéressant à savoir parce que quand je disais tout à l'heure que c'est pas forcément toujours le désir qui drive la sexualité, c'est que parfois le désir vient après le plaisir. C'est le fait de ressentir des chouettes sensations sur le corps qui amène le désir à s'allumer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 Et ouais. donc si on a un désir qui est plutôt réactif pour l'instant et qu'on est complètement focus sur, j'ai envie ou j'ai pas envie, alors qu'en fait ça va être une réponse à un stimulus extérieur, eh bien on n'est pas sur la bonne équation quoi, pour aller se connecter à ses envies quoi. Voilà. Oui, je trouve aussi que ce que tu dis par rapport à ce désir spontané, alors en tout cas, moi, si je parle de mon expérience personnelle, ça a un grand facteur justement d'influence du désir, c'est comment je me sens avec moi, Mmh. comment je me sens connectée à mon corps, à mes sensations. Et puis, plus je suis en phase avec ça, plus je suis aussi ouverte à avoir la réaction, on va dire, de l'extérieur. Je sais Oui, pas tout à si... fait. Bah, ça s'explique, physiologiquement, en fait, ce phénomène. C'est que notre, système nerveux, autonome, donc qui gère un peu notre fonctionnalité, au quotidien, il est divisé en, on va dire, je vais caricaturer un peu, mais en 2 parties, quoi. Il y a le parasympathique et l'orthosympathique et on pourrait dire que, le parasympathique, c'est le côté de la détente, le sommeil, la miction, la digestion, les plaisirs des sens, le plaisir sexuel et de l'autre côté, on a plus les réactions au stress, les réactions de survie, etc. Dans nos quotidiens très chargés, très stressants, on est très souvent dans de l'adaptation, dans de la survie, dans de la gestion de stress. Et effectivement, ce n'est pas possible d'avoir accès à son désir, à son plaisir sexuel intime en étant dans ces modes de survie et de stress, quoi. Et donc, oui, plus on est aligné avec soi-même, plus on est connecté à son corps, à ses états de détente, plus on aura de l'espace pour avoir du désir sexuel. Et je pense que cet espace est quelque chose de fondamental dans le fait de comprendre aussi dans notre quotidien ce qui va pouvoir affecter le désir et faire que bah, parfois on n'y est plus connecté. C'est peut-être parce qu'en en fait, il n'y a pas de place. Il faut de l'espace pour pouvoir ressentir, que ça soit du désir ou autre chose. Oui, bah alors tu parles à une convaincue parce que moi je travaille beaucoup avec le système nerveux. Oui. Et ben justement, c'est un bon enchaînement pour justement voir qu'est-ce qui influence le désir selon toi. Alors, cette capacité en fait à sortir du mode survie pour retrouver son état de sécurité, c'est ce qui donne en effet la place pour pouvoir le ressentir tout Mhm. simplement. Je dirais que pour avoir beaucoup accompagné de personnes sur bah, leur traumatisme passé, leur schéma amoureux, il y a pas mal de bagages du passé qui peuvent influencer le désir. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui est abus ou objectisation de sa personne, mais aussi tous les événements qui ont pu déconnecter la personne de ses sensations corporelles. Je pense par exemple à des interventions médicales un peu intrusives ou des remarques sur le corps d'une personne qui peuvent Mhm. totalement couper. Qu'est-ce que tu vois comme autres facteurs qui peuvent influencer comme ça le désir, selon toi? Eh bien, si tu as 24 heures devant toi, je vais pouvoir te dresser la liste Tenez-vous prêts, complète. les auditeurs. Je vais en dire que quelques-uns parce qu'en fait, il y a tellement, tellement de facteurs qui vont impacter le désir que ce serait impossible de dresser la liste complète, je pense. Ouais. Je dirais que de toute façon, le stress, on vient d'en parler, aura un effet, mais c'est pas forcément l'effet qu'on pense. C'est-à-dire que le stress peut avoir un impact, on va parler en termes positifs, négatifs, même si j'aime pas trop le manque de nuances, mais
peut avoir un effet dans le sens que le désir va diminuer ou disparaître, mais le sexe peut aussi être un moteur, quand on ressent beaucoup de stress, d'apaisement. Et donc, il y a les 2 côtés, quoi. On peut être, le sexe peut être un facteur qui va pardon, le stress peut être un facteur qui va augmenter le désir comme il peut être celui qui va le diminuer. Je dirais que de toute façon, un esprit sain dans un corps sain, ça reste un peu, le mantra, pour se référer à un désir. C'est-à-dire que si on manque de sommeil, si on mange pas bien, voilà, tout ça, ça va forcément avoir une influence parce que tout est connecté, hein, le corps et l'esprit. Je dirais la disponibilité émotionnelle et physique. Est-ce que justement je suis dans des états dissociés, de conscience modifiée? Est-ce que je suis présente à mon corps? Est-ce que être présente à mon corps ne représente pas un danger aussi? Est-ce que ça va pas générer de l'anxiété? On peut avoir la disponibilité physique dans le cadre où on ressent des douleurs ou bien, parce on est en train de récupérer d'une blessure. Tout ça forcément va mettre le désir entre parenthèses. Hem Dans le cadre d'une relation, je dirais que la connexion avec le ou la partenaire va aussi être un facteur déterminant. Souvent, on n'a pas envie de partager des moments profondément intimes avec une personne si on est en colère contre elle, si on a du ressentiment, de la frustration, si on est triste, si on se sent pas soutenu. Il y a vraiment plein de choses qui vont faire que le désir va être impacté. Les traumas, évidemment, tu l'as dit, et toutes ces protections dissociatives que le cerveau va activer, que ça soit la dissociation, la déréalisation, l'anesthésie émotionnelle, l'anesthésie physique. J'ai encore reçu pas mal de femmes ces derniers temps qui me disaient mon vagin est mort, je ne le sens pas. Et du coup, elles sont coincées dans cette absence de sensation qui les empêche justement de se connecter à ce qu'elles souhaiteraient pour leur intimité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le fait que quelque part, le sexe, c'est aussi un système de récompense et Mhm. que pour avoir envie d'avoir la récompense, il faut que ce soit chouette. Et donc, s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de raison de recommencer aussi. Donc, forcément, ça va créer des cercles vicieux ou vertueux en fonction du plaisir qu'on va retirer des moments d'intimité. Et puis, voilà, je dirais que ce qui influence globalement, c'est tout ce que vous pensez qui influence. Les gens sont, expertes, d'elles-mêmes et d'eux-mêmes et donc c'est important de pouvoir s'écouter et surtout de ne pas se contraindre parce que plus tu te contrains en pensant qu'il faut faire revenir le désir, plus tu vas le chasser. Ouais. Et dans ton livre, j'avais bien aimé aussi deux points que tu avais mentionnés. Mmh. Euh, alors, le premier, la charge mentale, qu'il faut quand même peut-être Oui, pas sous-estimer et pour avoir été maman d'un petit enfant en début à l'arrivée d'un bébé, ouais. c'est pas moindre. Clairement. Et Mmh. puis, une autre chose que j'avais trouvé super intéressante, tu avais parlé du désinvestissement de la tendresse. Oui, oui, clairement. Ah oui, parce que en fait, alors c'est quelque chose qui demande beaucoup d'explications et beaucoup de nuances, donc je vais essayer de le résumer, de manière intelligible. Mais en fait, souvent dans les cercles vicieux qu'on peut observer dans les relations, c'est que on a un ou une partenaire qui, à un moment donné, ne va pas avoir de pic de désir alors que l'autre, oui. Ce qui jusque-là est normal parce qu'en fait, le désir, c'est pas 2 lignes dans le couple qui se suivent toujours comme par magie, quoi. À un moment donné, ça se nourrit, c'est quelque chose dont on doit prendre soin. Et quand un des 2 partenaires a moins de libido, moins d'envie, n'a pas de désir à un moment précis, l'autre va se sentir rejeté et le rejet va faire qu'il va y avoir de plus en plus de sollicitations. Les sollicitations, c'est de la pression, c'est du stress et donc le ou la partenaire qui n'a pas de désir à un moment donné va se sentir sous pression, va rentrer dans ce système survie, adaptation, réaction au stress et donc va faire en sorte de désinvestir quelque part la tendresse du couple. C'est un peu les moments où quand tu sens qu'on vient te mettre une main sur la hanche, ça te frise tout le corps pas de dégoût, mais un besoin de mise à distance quand même, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la protection. Et puis il y a aussi à toutes ces dynamiques relationnelles où on va voir des partenaires qui ne vont rien investir en termes de tendresse, de connexion émotionnelle, de partage dans la relation, mais qui vont attendre que l'autre soit complètement disponible pour du sexe à toute heure de la journée. Ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Donc voilà, Oui, disons que le sexe est une réponse à une construction d'une connexion, je dirais. Il doit y avoir un lien qui est nourri avant ça, et ça passe par la tendresse, je oui, et je pense. dirais le troisième point auquel j'ai pensé quand tu as parlé de ça, c'est aussi justement la personne.
qui a peut-être une libido plus basse, qui va pas oser aussi Mmh. montrer sa tendresse, de Oui. peur que, bah, elle allume la flamme de l'autre côté. Oui, c'est ça, c'est une invite en fait, ça pourrait être perçu comme une invitation à aller plus loin et ça demande tellement d'énergie de dire non et de poser un rejet quelque part qu'il vaut mieux désinvestir cette tendresse pour ne pas ouvrir la porte, quoi. Et donc là, on revient aux questions de consentement. On revient au fait de pouvoir verbaliser, de poser des limites et ce que je suggère notamment dans le livre, parce que j'ai essayé de mettre des aspects plus pratiques et de proposer des pas des exercices, mais des rituels en tout cas, c'est de s'engager en étant clair sur ses intentions. De dire par exemple, en fait, j'ai très envie de t'embrasser, mais ça n'ira pas plus loin. Comme ça, la personne sait, vous savez aussi, et donc vous pouvez vous laisser aller en sécurité. On revient à la sécurité. Maintenir de la sécurité du cadre, ben, ça permet de lâcher prise et de ne pas se sentir mis en danger, quoi. Mmh. Donc le message, c'est investissez dans votre peau de tendresse en mettant vos limites claires, Ouais. mais ne lâchez pas cette tendresse qui est la porte pour plus ensuite. Et donc du coup, parce que j'ai aussi pas mal de personnes en solo et puis je pense que c'est aussi important de d'aller explorer ce chemin, d'avoir du plaisir pour, soi-même, avec soi-même. Aussi peut-être pour savoir ce qu'on aime, savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait moins du bien, qu'est-ce qui est, plus plaisant, moins plaisant, explorer peut-être de nouveaux aspects. Qu'est-ce que tu dirais, en fait, à une personne qui dit: «Ben, moi, j'ai vraiment envie, de reconnecter comme ça avec mon plaisir, mon désir et je suis en solo, Mmh. qu'est-ce que je fais?» Bah, déjà, moi, si j'avais cette personne en face de moi, je lui poserais la question de ses motivations. C'est important de savoir pourquoi on a envie, parce que le pourquoi va être déterminant dans la possibilité d'y répondre. Je vais prendre un exemple. J'ai envie d'avoir envie parce que sinon j'ai peur de pas être normale. Ça ne va pas marcher parce qu'en fait, on se met la pression et comme j'ai dit, la pression va éteindre le désir, et cetera. Donc typiquement, dans ce genre de cas, savoir quelles sont nos raisons profondes, qui nous amènent à vouloir explorer et cetera, vont être assez déterminantes dans la suite des choses. Maintenant, je dirais que certes, explorer, apprendre à se connaître, ça fait partie des moyens de se connecter à sa propre puissance parce que, bah, savoir comment son corps est fait, savoir comment il fonctionne, c'est une certaine forme de pouvoir aussi, hein, de faire exister son corps en entier, ça c'est certain. Maintenant, il n'y a pas non plus d'obligation à le faire, mais pour les personnes qui sont, désireuses, je dirais d'écouter leurs désirs, dans le sens de ne pas se limiter, que ce soit à travers la pensée ou, à travers, je sais pas, des phrases parasites qui peuvent venir, dans la tête: «Je ne mérite pas, pourquoi je ferais ça? J'ai l'air bête» et cetera. Bah, peut-être de faire taire ces petites voix, parasites et d'écouter le désir, mais aussi d'être, en alignement avec les choses qui ne font pas envie. Si on n'a pas envie, on ne se force pas parce qu'à nouveau, c'est pas la clé. Les «il faut», les «je dois», c'est jamais, efficace. Je dirais aussi de pas se mettre la pression et de sentir que c'est guidé par un élan de joie, un élan d'envie, positif, enthousiaste et pas par une forme de pression et du coup, peut-être de travailler un peu la culpabilité aussi autour de la sexualité parce que je pense que c'est quelque chose d'assez présent, notamment autour de la masturbation. Même si c'est pas forcément pendant, après, parfois j'entends souvent des personnes qui vont dire: «Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai honte, j'ai envie de me cacher» et on peut avoir pas mal de réactions, corporelles qui vont dans ce sens, hein, de vouloir se mettre en petite boule, de s'isoler et cetera. Donc, peut-être aussi de suivre des personnes qui vous inspirent. Je trouve ça toujours chouette d'avoir des mentors ou des figures, qui se donnent l'autorisation, parce que ça donne une autorisation aux autres aussi et donc voilà, se dire: «J'ai le droit, je peux, je mérite le plaisir», c'est quelque chose de très chouette parce que ça ouvre la porte de l'exploration, de la joie et quelque part du jeu aussi. Voilà, ce seraient mes conseils pour les personnes en solo. Maintenant, je dirais aussi que parfois on a besoin d'un accompagnement un peu plus, personnalisé, sur mesure pour savoir, comment débloquer justement les freins qui peuvent limiter l'accès, au plaisir et à l'exploration de soi. Donc n'hésitez pas non plus à vous faire aider. C'est toujours une clé, de soutien, à disposition si on en a les moyens évidemment. Dans ce sens-là, tu avais parlé tout à l'heure de l'imaginaire érotique. Mmh. Hem, alors moi, par exemple, j'ai vraiment vu un changement dans mon épanouissement en termes de sexualité quand je me suis donné le droit qu'il y avait
en fait, des imaginaires qui fonctionnaient comme moi. J'avais Ouais, toujours ces sentiments. Alors, je vais aller vraiment dans le cliché, mais tu vois, il fallait avoir le rouge à lèvres, les talons hauts pour se sentir désiré et avoir du oui. désir, tu vois, aller Mmh. là-dedans. Et puis, en fait, j'ai plutôt un côté un peu femme-enfant, tu vois, où Mmh. et quand je me suis autorisé ça et que je me suis vraiment laissée aller dans cet imaginaire-là, plutôt que d'aller dans un imaginaire qu'on m'avait pas livré, mais Oui. presque, hein, avec ce Mmh. que j'avais vu, bah, j'étais beaucoup plus à l'aise de dire, ah bah c'est ma manière à moi. Est-ce Mmh. que là, tu as un truc que tu aimerais dire? Enfin, je sais pas si c'est juste moi, mais... Non, mais c'est très pertinent parce que en fait, l'imaginaire érotique, va être un des piliers de soutien de l'accès au plaisir et notamment quand, on s'enferme dans son esprit ou qu'on fait sa liste de courses, par exemple, quand on pense à l'intimité, beh, ça va amener des freins dans le corps aussi, moins de disponibilité. Donc clairement, cette autorisation à pouvoir se penser sexuel, à se penser dans différentes postures, dans différents, narratif quelque part. Ça va amener aussi cette autorisation à pouvoir explorer en dehors du cliché, en dehors de justement les talons aiguilles, le rouge à lèvres, et cetera. Il y a tellement de manières de penser les sexualités et typiquement dans ce cadre-là, dire les sexualités, ça a vraiment son importance parce que ça change tout de le voir comme ça. J'aime aussi, l'idée que, il faut forcément être belle pour baiser comme on peut parfois le sous-entendre ou même le dire clairement. Moi, ça m'a fait un bien fou par exemple, de voir à travers, certains films érotiques, des bourrelets, des plis, la chair dans toute son humanité et de voir que c'est très beau, en fait. Se laisser aller au fait que le corps est corps et que forcément le corps n'est pas parfait, ça libère beaucoup d'espace aussi dans la façon dont on va se présenter, la façon dont on va pouvoir, s'ouvrir aussi, au plaisir, quoi. Hem Érotiser son corps, je trouve ça passe aussi par le regard. Je sais que les femmes ont fort ce phénomène de spectatorisation, donc elles se regardent beaucoup, que ça soit en solo ou en duo, pour se checker. C'est même pas forcément dans quelque chose d'érotique, c'est plutôt pour se dire: «Est-ce que là on voit ma cellulite? Est-ce que là mon ventre est bien mis?» et tout ça déconnecte beaucoup et moi j'aime cette idée d'aller célébrer justement ces petites, parties du corps qu'on aime moins en les cajolant pendant l'intimité. D'aller toucher ce ventre qui vous gêne, cette cellulite qui vous complexe, beh, aller la saisir, quoi. Vraiment, je prends ma main et j'empoigne là en disant ça, mais oui, il y a cette idée de pouvoir s'imaginer sexuel dans les scénarios qui nous conviennent, comme tu le dis bien, et de savoir qu'il y a pas de limite et il y a pas de règles. Bah, merci de l'avoir mentionné parce que je pense que c'est super important aussi l'image du corps et de s'autoriser à se sentir désirable dans le Mmh. corps qu'on a et de pourquoi pas regarder des modèles qui nous inspirent et Mmh. qui nous réconfortent là-dessus. Euh, Par rapport à la culpabilité, Mmh. et ça J'allais sera ma j'allais dernière poursuivre question, là-dessus, donc c'est bien que parce que je tu y sais reviennes. qu'on peut aller vraiment loin. Qu'est-ce que tu penses du côté, j'ai l'impression que pour avoir vraiment cette connexion au désir, Mmh. il faut être OK d'avoir une partie de profiter égoïstement de son plaisir, qu'on Ah soit oui. en solo ou en duo. Mmh. Je n'arrive pas à trouver la personne qui a dit ça, donc je ne vais pas pouvoir sourcer cette phrase, mais il y a cette idée qu'il faut aller chercher son plaisir. C'est pas l'autre qui va le donner. Hem, En fait, je vais même te donner une métaphore que j'ai vue sur Instagram il y a pas longtemps que je trouvais vraiment excellente. Quand tu dois éternuer, qu'est-ce que tu fais? Tu te concentres. Tu vas chercher cette sensation dans ton corps qui va et tiens, tu vois ce que je veux dire? Bah, avec l'orgasme, c'est pareil, il faut aller le chercher, quoi. Il faut mettre son intention sur son corps, son focus sur son corps, sur ses sensations. Donc évidemment que ça passe par un regard sur soi, par une connexion à son corps, quoi. Le contexte, l'extérieur, l'autre ou nos mains ou j'en sais rien, vont d'office être des ingrédients qui peuvent être intéressants pour aller vers cette quête du plaisir, mais évidemment qu'il faut se regarder. Je dirais même pas que c'est de l'égoïsme,
c'est comme ça que ça marche. C'est pas une démarche intentionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Yes. C'est pas un trait de caractère, c'est plutôt, c'est nécessaire de passer par soi pour aller chercher son plaisir. Et si je peux même revenir sur l'imaginaire érotique, je remarque que la culpabilité est fort présente dans l'interdiction quelque part de se fantasmer, de fantasmer à d'autres personnes pendant les moments d'intimité, alors que c'est peut-être justement un des ingrédients nécessaires pour aller chercher son plaisir, c'est de laisser cette imagination s'ouvrir à tout ce qui peut traverser l'esprit. Et il y a pas mal de personnes que j'ai accompagnées qui se plaignaient d'anorgasmie, mais en fait, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que ces personnes ne pensent pas pendant le sexe. Elles ne s'autorisent pas à penser à un autre scénario que ce qui se produit, à un autre partenaire que celui qui est dans leur lit, alors qu'en fait, c'est OK et c'est peut-être ça qui va driver encore plus le désir, le plaisir dans le corps. Donc voilà, ça fait partie aussi de la culpabilité, je pense qu'on peut ressentir et il y a tout un monde qui s'ouvre quand on laisse cette porte entrouverte au lieu de la fermer à double tour. Oui, bah, merci beaucoup pour tes conseils. Si vous voulez d'autres conseils, bah, encore une fois, je vous conseille le livre de Laurane. Est-ce que tu voudrais peut-être donner le mot de la fin, peut-être pour le plaisir à deux ou une citation qui te semble importante pour le sujet? Bah, je dirais que pour revenir sur cette idée qu'il n'y a pas de règles en matière de sexualité, je trouve ça intéressant de voir le sexe comme un terrain de jeu et que, comme dans toute salle de jeu, il y a des jeux qui vont nous attirer, d'autres pas et parfois on n'a pas envie de jouer et c'est normal aussi. Voilà. Bah, c'est bien résumé, puis aussi ça, le jeu, ça enlève le côté pression. Donc Ouais. merci beaucoup pour cette image. Et encore merci beaucoup d'être venu au micro de S'ouvrir à l'amour. Merci beaucoup à toi Sandy, c'était un grand plaisir. Au revoir tout le monde.